cérébral, c'est un traumatisme au niveau du cerveau. Donc, c'est suite à un coup. Ça peut être un coup direct à la tête, un coup de bâton sur la tête, se frapper la tête sur la glace. Mais ça peut être aussi des fois des coups indirects. Par exemple, un plaquage épaule à épaule où la tête va se promener d'avant en arrière, de côté, ce qui va emmener le cerveau à se promener à l'intérieur de la boîte crânienne et qui va justement donner à ce moment-là une blessure au niveau du tissu cérébral comme tel et emmener le dérangement cérébral. Ce qui nous confirme que c'est une commotion cérébrale, c'est les symptômes qu'on va observer après. Il doit y avoir une période où on se rend compte que l'athlète n'est pas lui-même. Il peut y avoir perte de conscience, il peut y avoir problème à se souvenir des événements. Mais essentiellement, c'est d'avoir une confusion qui persiste au-delà de 5 à 6 minutes. Ces symptômes-là peuvent apparaître, surtout les céphalées, les maux de tête, donc les nausées, les vomissements dans les heures qui suivent la commotion, mais les autres symptômes comme les troubles de mémoire, de concentration, les troubles d'attention, les difficultés à se rappeler des choses peuvent apparaître jusqu'à 24-48 heures plus tard. Donc, les conséquences, il faut les voir sur une période plus longue parce que juste dans l'immédiat, dans la minute qui suit, on n'aura pas toujours l'heure juste sur comment est la commotion cérébrale. On parlait à l'époque vraiment de niveau de sévérité de la commotion cérébrale, beaucoup en fonction de la perte de conscience. Ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que c'est pas plus indicateur des effets à très long terme d'avoir subi une perte de conscience lors d'une commotion. Donc, si après la commotion cérébrale, il y a des effets qui durent très longtemps, on va dire que c'est une commotion complexe. Et il y en a également qui sont plutôt des commotions simples où la personne va se rétablir à l'intérieur de 10 jours. L'important chez la commotion, je pense que le premier geste, c'est dès qu'on suspecte une commotion, il faut retirer le jeune de l'activité sportive. Ça, c'est vraiment très important. C'est la première contre-indication, c'est de retourner un joueur. Là, même lorsqu'on est dans le doute, on n'est pas sûr est-ce qu'il y a eu commotion ou non, on doit retirer l'athlète. Parce qu'il y a des risques très, très graves, catastrophiques, en fait, de retourner un athlète au jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer très, très bien les entraîneurs aux commotions cérébrales, à déceler leurs signes, parce que c'est eux vraiment qui vont prendre la décision de retirer le joueur. Il ne faut pas se fier vraiment nécessairement à ce que le joueur va dire lui-même. Il faut se rappeler qu'il est dans une période de confusion. Donc, son témoignage n'est pas nécessairement très, très véridique. On le retire du jeu, puis ensuite, on fait la relation effectivement avec les parents pour le suivi à long terme du jeune. Il faut absolument qu'on mette le jeune, le sportif, au repos complet. Ça veut dire, initialement, on arrête les sports et parfois, ça peut vouloir dire avoir quelques jours d'absence de l'école pour vraiment donner le temps au cerveau de récupérer. Ça, c'est l'étape numéro 1 et c'est l'étape cruciale. Ces étapes ont été élaborées suite à des comités scientifiques qui se rencontrent pour établir de façon générique ce qui est sécuritaire pour retourner à une activité sportive. Par contre, pour chacune des activités, ils n'ont pas défini les exercices précis. Et c'est ce qu'on tente de faire en mettant des exercices associés à chacune des étapes pour que, ça soit un retour sécuritaire qui assure un bon repos pour que l'athlète guérisse, si on veut. Et en même temps que l'athlète puisse garder de l'intérêt dans son sport et son activité et qu'il ne se sente pas être complètement à part de ses coéquipiers ou de son sport en tant que tel. Donc, l'étape 1, aucune activité physique, un repos physique, un repos mental, donc attention à l'école, attention aussi aux jeux vidéo, attention aux jeux sur ordinateur. Il faut arrêter ces activités-là s'ils font réapparaître des symptômes, par exemple des maux de tête ou des étourdissements. Quand tous les symptômes sont disparus, donc on est en présence de quelqu'un qui se sent de nouveau retour à la normale, on fait l'étape 2, une activité physique cardiaque qui va emmener un apport sanguin un petit peu plus grand au cerveau, donc demander au cerveau de plus fonctionner. Souvent, on va suggérer de l'activité physique sur vélo, comme ça, il n'y a pas d'impact au cerveau avec chacun des pas que l'athlète pourrait faire à la course, par exemple. Donc, sur vélo, sans impact. Une vingtaine de minutes à une intensité assez légère, c'est juste de bouger, voir comment le corps réagit au niveau de l'augmentation des fréquences cardiaques par rapport au repos. Si ça va bien, on peut aussi combiner avec des exercices hors glace, avec des balles ou des rondelles, des déplacements un peu, mais rien de trop intense, mais au moins que l'athlète reprenne contact avec son bâton, ses gants. Quand cette étape-là elle est bien passée, on augmente encore là l'activité, mais on ajoute des gestes qu'on appelle plus spécifiques au sport. Donc, on va commencer à introduire des activités, des gestes sportifs sans risque de contact, mais qui vont encore là demander une activité un petit peu plus grande. Ça va être un échauffement suivi d'un entraînement par intervalle, habituellement d'une 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos à une très bonne intensité de travail. Cette fois-ci à la course, donc pour voir si on peut tolérer la course.
Suite à ça, on va combiner avec des exercices de nature technique ou d'agilité et coordination. Donc, encore une fois, il peut faire des passes avec un coéquipier hors glace, avec une balle ou une rondelle, voir s'il est capable d'avoir son synchronisme, faire une lecture un peu très simple d'un geste technique, donc recevoir et faire une passe. Rajouter avec des exercices d'échelle, d'agilité, mais en ligne droite, donc, ou attraper des balles. Si on peut lancer des balles de tennis, par exemple, à l'athlète, bon, s'il est capable d'attraper une balle. Et après ça, on pourrait aussi continuer avec des exercices d'équilibre statique. Donc, exemple, être debout sur un pied, essayer de rester stable plus long, 30 secondes, 1 minute, quelque chose comme ça. L'étape 4, là, on vient, je dirais, amener des mouvements, encore là, plus spécifiques au sport, mais qui vont amener un mouvement du cerveau dans la boîte crânienne, sans contact toujours. Donc, on n'est pas dans une situation où il y a un risque de contact. Mais par exemple, ça peut être des stop and go, on fait des départs, on fait des arrêts brusques. Le cerveau a un certain mouvement au niveau de la boîte crânienne. On voit comment il réagit à ce petit genre d'impact. On va intégrer plus des changements de direction, des déplacements, des virages, des arrêts brusques. Cette étape-là a lieu sur glace. On va commencer par un 15 minutes sur glace de patinage où on va intégrer des croisements, des trucs un peu plus relax, si on veut, pour s'échauffer tranquillement. Si ça se passe bien et l'athlète est stable dans ses positions sur patin, on va ensuite continuer avec... Là, on va faire travailler un peu plus d'intensité, mais des efforts de très courte durée, des arrêts, des brusques et des départs. Donc, exemple, on va faire des sprints entre les lignes bleues ou quelque chose du genre. Après ça, on va rajouter un virage rapide. On va faire peut-être des duels sans contact, donc où il doit faire face à un coéquipier, le déjouer, mais sans qu'il se touche. On va pouvoir compléter hors glace avec encore une fois des exercices d'équilibre, stabilisation hors glace. Donc, voir si ses composants d'équilibre se passent bien. L'étape 5, c'est là où on va intégrer le contact, voir si l'athlète est capable de tolérer le contact, de 1. Et de 2, on va aussi intégrer des situations aléatoires de jeu. Donc, où l'athlète ne savait pas exactement la rondelle elle venait de où, le joueur venait de où, mais cette fois-ci, ça va être en situation plus de jeu où il doit s'ajuster constamment. Divisé en 3 sous-catégories selon le niveau. Donc, chez les bantams et plus vieux, l'athlète va donner des mises en échec et il va aussi encaisser des mises en échec pour voir s'il est capable de tolérer cela. Chez les pee-wee et moins, ça va être des situations plus, on va les envoyer en situation de sortie de zone où il y a 3-4 joueurs impliqués. Comme ça, on va voir si on peut en y aller et s'ils sont capables de sortir de la situation sans être trop énervés et stressés. Et chez les filles, on va prendre un cercle de mise au jeu. On va faire une situation de duel à 1 contre 1, possession de rondelle, où là, il y a beaucoup plus de potentiel de contact. Si tout se passe bien dans cette étape-là, le lendemain, l'étape 6, qui serait l'étape de retour à la compétition ou de retour aux activités habituelles de l'équipe, incluant les matchs et les entraînements. Ce qui est vraiment très important, c'est qu'à chacune de ces étapes-là, il n'y ait aucun symptôme qui suive pendant 24 heures. Par exemple, un athlète fait l'étape 3, il a signes et symptômes le lendemain, on va recommencer à l'étape 2. Sinon, si 24 heures plus tard, aucun signe et symptômes, on passe à l'étape suivante. On pourrait dire qu'un retour à des symptômes dans des étapes assez de base, 1, 2, 3, 4, disons, on doit s'inquiéter un petit peu. Il faut prévoir un peu plus de repos parce que cette personne-là, si elle est retournée au jeu, le cas de commotion cérébrale pourrait se complexifier, avoir des séquelles plus permanentes. Donc, il faut être d'autant plus prudent. C'est ce qu'on s'est rendu compte d'ailleurs avec Sidney Crosby. Il n'a pas nécessairement subi une nouvelle commotion cérébrale, mais la réapparition des symptômes fait qu'on doit être extrêmement conservateur maintenant dans le retour au jeu. On sait maintenant avec les études que l'athlète, le sportif qui a eu une commotion peut avoir des séquelles à plus long terme, donc des mois, des années plus tard, rester avec des troubles de mémoire, de concentration, donc qui va affecter les gestes de sa vie quotidienne. C'est vraiment très, très, très important qu'on soit d'autant plus conservateur, qu'on connaît aujourd'hui les séquelles à long terme qui peuvent être associées aux commotions cérébrales multiples.